de ce petit couac de départ. Mais je pense qu'on a réussi donc à se rejoindre. Je suis avec ma collègue Chloé, qui est ingénieure pédagogique, et moi-même, je suis donc responsable d'un pôle dédié à la formation inclusive au sein de Signe de Sens, qui a l'ambition globale et d'accompagner la transition inclusive de la société. Donc, moi, j'anime les projets autour de l'inclusion professionnelle et l'accès à la formation aussi. Euh, voilà. Aujourd'hui, on vous accueille dans ce webinaire dans le cadre d'un projet qui s'appelle Elixir les métiers, en lien avec notre DICO-Elix, le dictionnaire de langue des signes française en ligne. Ce projet Elixir les métiers a pour finalité de faciliter l'accès des personnes sourdes et malentendantes en formation et en entreprise. En termes d'accessibilité, on vous propose un sous-titrage automatique via l'application Zoom. On avait une personne qui nous a demandé un interprète samedi, mais on n'a pas réussi à trouver un service d'interprète. Donc j'espère que si cette personne est là, les sous-titres lui permettront de suivre. Et si jamais vous avez un souci de comprendre ou suivre nos échanges, mais n'hésitez pas à nous interroger. Alors, je laisse Chloé peut-être du coup partager l'écran, c'est ça? Oui, c'est bon, c'est déjà fait. Merci. Est-ce que tu peux suivre, passer à la slide suivante? Merci. Donc, on va se permettre d'enregistrer ce temps de webinaire qui va nous permettre d'alimenter une vidéo de promotion du projet qui sera montée en fin de projet. Donc, si vous avez des soucis par rapport à ça, n'hésitez pas à nous le dire aussi, qu'on puisse le prendre en compte et ne pas vous mettre en difficulté. Alors, au programme de ce webinaire, donc une introduction pour vous recontextualiser le projet Elixir des métiers, qui durera à peu près 5 minutes. Et puis, on va vous présenter des extraits de vidéos, puisque le projet Elixir des métiers consiste notamment à proposer des parcours numériques basés sur des interviews, des témoignages de personnes sourdes et malentendantes qui ont réussi à accéder à des métiers notamment de la logistique et du transport et des numériques. Là, pour l'instant, on est sur une première partie dédiée à la logistique et transport. Et donc, on vous présentera des extraits de ces parcours et on pourra échanger sur trois thèmes, enfin, sur un thème en particulier qui s'est révélé important dans notre immersion et découverte des enjeux de l'accès à l'emploi pour les personnes sourdes et malentendantes, et plus généralement pour les personnes en situation de handicap, qui est la médiation, et donc l'intervention de structures, personnes qui viennent en soutien de l'accès et du maintien à l'emploi. Donc, nous allons pouvoir nous appuyer et partager l'expérience de professionnels de la médiation, donc, faciliter l'accès des personnes et l'emploi, le maintien à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, on a découpé cette table ronde en trois temps, à partir de trois extraits de vidéos. Donc, à chaque fois, on regardera un petit extrait de nos témoignages et on demandera à nos intervenants de réagir, les intervenants que je vais bien sûr présenter dans la suite avec trois sujets. Un premier sujet sur qu'est-ce que la médiation, et on demandera aux personnes qui sont là de nous expliquer quel est leur rôle. Un deuxième plus sur où on en est de leur point de vue de l'inclusion professionnelle aujourd'hui. Et un troisième plus sur ce qui me paraît important pour que l'inclusion professionnelle avance, voilà, d'avoir en tête. Alors, le webinaire est censé durer de 11 heures à midi. On a démarré avec 10 minutes de retard. Peut-être qu'on finira avec 10 minutes de retard. En tout cas, je serai vigilant à ce qu'on déborde pas plus et pas trop. Euh,
Tu passes au suivant. Donc, les objectifs pour nous qu'on se donne sur ce webinaire, c'est d'abord d'ouvrir un espace de coopération et d'échange de bonnes pratiques entre les acteurs. Donc, on est content que plusieurs d'entre vous aient pu se connecter. Et c'est un volet important du projet Elixir les métiers de mettre en lien l'ensemble des acteurs qui interviennent dans cet écosystème de l'accès à l'emploi depuis l'orientation, la formation et jusque l'accès et le maintien en emploi. Le deuxième objectif, il est de faire découvrir les parcours numériques que j'ai évoqués, donc des parcours numériques qui s'appuient essentiellement sur les vidéos avec des témoignages, parcours numériques qui seront en accès libre dès qu'on aura finalisé et stabilisé leur version. Là, on a une première version qu'on teste avec plusieurs publics. Et donc, on aura une deuxième version qui sera faite cet été et une deuxième série de parcours dédiés au métier du numérique qui sera aussi finalisée en juin et qui donneront lieu à des ateliers avec différents publics. Et puis enfin, troisième objectif qu'on s'est donné, bah, c'est initier un échange aussi avec les contributeurs, entre contributeurs du projet, parce que pour nous, c'est important. Alors, les intervenants, je, nous accueillons aujourd'hui tout d'abord Aurélie Berthou, qui est consultante en handicap, qui a créé un cabinet qui s'appelle Avola et qui conseille et accompagne les salariés en situation de handicap dans leur intégration et leur maintien d'emploi au sein des entreprises. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et puis nous avons aussi avec nous Sandrine Trottin, qui est interprète, mais qui a surtout créé un cabinet en tant qu'indépendante de bilan de compétences, donc consultante en bilan de compétences et spécialisée notamment dans le bilan de compétences pour les personnes sourdes et malentendantes. Mon cabinet, c'est Zebria. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Et puis enfin, trois personnes qui représentent une structure qui est de l'Occitanie, qui nous apporte un peu de soleil, parce qu'aujourd'hui, ça y est, le soleil est parti chez nous à Lille, d'une structure de médiation qui s'appelle Rieda. Donc nous avons avec nous Céline Aublin, qui est conseillère technique à l'Arieda, Bonjour. qui est en charge du développement et de la démarche qualité du développement de projets. Nous avons aussi avec nous Emeline Privat, qui est euh, Bonjour à tous. intervenant spécialisé dans le domaine de la surdité et qui est de formation conseillère en économie sociale et familiale sur un poste, pour l'instant nommé d'interface de communication au sein du dispositif emploi et formation. C'est ça. Bonjour à tous. Bonjour Emeline. Et puis enfin, Armel, qui est interprète diplômé, qui travaille chez l'Argueda depuis octobre 2024. C'est bien ça, Armel? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Merci à vous cinq. Et bien sûr, dans la suite, je vous donnerai l'opportunité de nous dire un peu plus longuement comment vous intervenez pour faciliter l'accès et le maintien à l'emploi des personnes en situation de handicap. Juste, on a voulu ouvrir le scope, parce que le projet Élite et les métiers est davantage ciblé sur les personnes sourdes et malentendantes, mais notre ambition elle est bien de modéliser quelque part avec ce projet. Qu'est-ce que quels sont les enjeux de l'accès à l'emploi, à la formation pour les personnes en situation de handicap à partir de cette situation spécifique de la surdité ou des personnes malentendantes. Alors, on va démarrer par vous présenter le projet Elixir les métiers. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé, hein. Le projet, donc, faciliter le recrutement des personnes sourdes et malentendantes dans la logistique, transport et du numérique, avec trois volets. Un volet technique qui est dédié donc à notre Dico Elix, d'où vient le nom Elixir les métiers, hein. Le Dico Elix, qui est un dictionnaire de langue des signes en ligne, et qui est un dictionnaire qui était ici un dictionnaire général, et qui sera doté de nouvelles fonctionnalités dédiées au lexique professionnel, et donc en l'occurrence au lexique professionnel lié
aux métiers de la logistique et du transport et des métiers du numérique. Un second volet qui est plus pédagogique, où l'idée, ça va être de former, sensibiliser les personnes qui vont être chargées du recrutement et jusqu'à l'accès à l'emploi et la formation, l'accès à la formation en proposant des témoignages qui ont d'abord comme première ambition de lever les a priori que peuvent avoir les uns et les autres, les personnes elles-mêmes, mais aussi les personnes au sein des organismes de formation ou des entreprises sur les possibilités réelles d'une personne sourde ou malentendante d'accéder à ces métiers. Et puis de donner des sources, des ressources, de pointer des bonnes pratiques sur lesquelles s'appuyer pour concrétiser des projets professionnels. Et enfin, et c'est sont- ici dans ce temps de webinaire, l'une des comment dire, objectifs, c'est de rejoindre des objectifs de ce webinaire, pardon, le troisième volet qui est d'initier et d'animer une dynamique de coopération entre les acteurs, que ce soit les acteurs de terrain, euh, que les acteurs institutionnels qui doivent s'identifier les uns et les autres pour pouvoir faciliter ce parcours d'emploi depuis de l'orientation, de la formation jusqu'à l'accès à l'emploi. Alors, on va démarrer par notre premier thème autour de l'idée de définir la médiation. Et on va découvrir d'abord un premier extrait d'interview. Chloé qui est avec nous. Cet extrait, est-ce que tu peux nous dire en fin de compte ce qu'on va y trouver? Et puis après, on donnera la parole à nos intervenants. Donc, cette vidéo, elle est composée de deux extraits du parcours entreprise, vraiment qui axe sur la communication. Donc, cette vidéo, elle montre comment les entreprises mettent en place des solutions humaines et numériques pour faciliter la communication des personnes sourdes ou malentendantes, pour permettre vraiment une meilleure inclusion et la collaboration au sein de l'équipe. Donc, on va pouvoir voir des interviews de salariés et d'entreprises qui ont parlé de ce sujet-là. Alors, juste avant, je me rends compte que j'ai pas précisé dans les parcours numériques qu'on avait trois types de parcours, puisqu'on a un parcours qui est dédié à l'orientation. On interviewe plutôt les personnes sourdes et malentendantes sur comment elles présentent leur métier et comment ça s'est passé, l'accès à l'emploi. Un deuxième parcours qui est dédié plutôt aux organismes de formation, où là, on va, en plus des personnes sourdes et malentendantes, interviewer des personnes d'organismes de formation qui expliquent comment ce qu'elles ont mis en œuvre pour concrétiser les projets de formation des personnes. Et enfin, un troisième parcours numérique, où là, on va retrouver des témoignages d'acteurs de l'entreprise, hein, de responsables de recrutement, responsables RH, managers, collaborateurs, qui expliquent comment ils font pour pouvoir faciliter et travailler et collaborer dans de bonnes conditions avec leurs collègues sourds et malentendants. Donc là, on est sur un extrait du parcours dédié aux entreprises. Alors, voilà, on va lancer la vidéo. Vous nous dites si vous avez bien le son. Qu'il soit externe ou interne au centre de formation, l'humain reste au cœur de l'accessibilité. La surdité est avant tout un handicap de communication. Il faut donc rester unis. Entendre les besoins du stagiaire sourd et malentendant, dialoguer, se comprendre, échanger, prendre son temps, tout ça est indispensable. Si besoin, des structures de médiation sont là pour vous aider dans cette démarche. Que tu prennes la palette, les colis et tu le fais en version manuelle. Je te laisse gérer. C'est bon? Ok. Laetitia Gallo, interface de communication, Urapeda. Il y a plein d'entreprises qui ne voulaient pas au départ embaucher des personnes sourdes parce que ils avaient peur, la communication, est-ce qu'il va comprendre ou pas avec les autres collègues, comment ça se passe. Et là, nous, on intervient, on leur explique qu'il est possible, qu'on a ce qu'on appelle des infosensis, on peut leur présenter l'infosensi, le handicap auditif, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, les conséquences, les différents types de communication. Et à ce moment-là, ils sont un peu moins frileux. Donc on a organisé avec
le coordinateur de Diapason une réunion où on a mobilisé les formateurs pour justement expliquer l'histoire des personnes atteintes de surdité profonde. Et donc cette sensibilisation a vraiment permis à la fois de déconstruire les représentations qu'avaient les professeurs sur Will, de leur expliquer aussi quel était le rôle des interprètes. Donc parfois les interprètes n'étaient pas nécessairement là pour répondre aux doléances du corps enseignant. Comment entendait plus ou moins Will, hein, c'était haché, etc. Donc cette perception qu'il avait que nous, on ne connaît pas du tout, quoi. Donc ces réunions ont été très profitables pour comprendre le besoin qu'avait Will. Christophe Riconneau, interprète français langue des signes française, Héliose. Chaque fois que Héliose doit mettre en accessibilité une formation pour une personne sourde, dans le dispositif, il est prévu que le premier jour, on intervienne pour faire une sensibilisation sur les bonnes pratiques, comment accueillir une personne sourde, quelles sont les difficultés qu'une personne sourde pourrait avoir, quelles seraient les bonnes attitudes à apporter. Donc un coordinateur, Romain, est intervenu le premier jour avec la présence d'un interprète pour effectivement donner aux formateurs, à toute l'équipe pédagogique et aux stagiaires toutes les bonnes pratiques pour échanger et que la formation se déroule dans les meilleurs auspices. Concernant mes cours, effectivement, j'écrivais beaucoup au tableau, mais je me suis aperçu que Will ne comprenait pas. La syntaxe était complètement différente en langage des signes. Donc on a fait appel à une association d'interprètes qui, je dirais, a traduit mes cours, ce qui a permis à Will d'évoluer et de communiquer plus facilement. Comme vous l'avez vu, des intervenants externes peuvent vous aider. Mais en interne, il est important de se mobiliser également. Par exemple, les formateurs sont les interlocuteurs principaux des stagiaires. Partons à la rencontre de ces formateurs pour qu'ils exposent leur parcours pédagogique. Vous connaîtrez pas de résultats. Le deuxième prend le volant. Si c'est défavorable, on t'expliquera pourquoi il y a eu des erreurs, etc. Maintenant, les cours sont projetés au tableau. Avant, ce n'était pas le cas. L'interprète a dû réclamer que les cours soient projetés, parce que visuellement, pour moi, c'est plus facile. Il y a des choses de faites, d'autres encore à améliorer. Mais majoritairement, les cours sont projetés et c'est super. C'est plus facile pour moi à comprendre, à visualiser les concepts. Je suis content de toutes ces solutions. Donc on a terminé avec ce premier extrait. Alors, je pense, c'est ça, tu me disais, Chloé, que tu avais présenté le deuxième extrait, puisque là, on était bien sur un focus sur le rôle de structure de médiation dans le cadre de la formation davantage. Mais donc, voilà, l'idée, c'est maintenant de pouvoir donner la parole à nos intervenants. Alors, peut-être, si on va dans l'ordre de l'accès à l'emploi, j'ai envie de commencer par donner la parole à Sandrine Trottin. Vous intervenez donc en amont de la formation, donc au moment du bilan de compétences. Peut-être nous dire quel est votre rôle dans l'accès à l'emploi, Sandrine. Mhm. Oui, effectivement. Alors, j'interviens en amont, mais très souvent mobilisée en situation de crise. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de situations de personnes sourdes qui se sentent pas bien dans l'entreprise et qu'on oriente vers un bilan de compétences. Et il arrive régulièrement qu'on se rende compte qu'en fait, le projet, c'est pas forcément de changer de métier ou d'envisager une reconversion professionnelle, mais que les difficultés viennent plus en interne de communication avec les équipes, relationnel avec des collègues, un chef, etc. Euh, donc on fait le bilan de compétences, effectivement, quoi qu'il en soit, et on voit ce que va donner le bilan de compétences. Et en fonction de ce que ça donne, et effectivement, c'est ce qui ressort, c'est que c'est notamment lié à des difficultés de communication. Il y a important effectivement de passer des relais pour faire intervenir des structures. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Moi, ça m'arrive dans le cadre des bilans de compétences d'engager des réunions employeurs, salariés auxquelles je participe pour notamment casser les croyances et rétablir un dialogue parce que le dialogue est complètement coupé avec des représentations de part et d'autre.
et de rétablir la communication pour seulement par la suite envisager le projet professionnel, de rester ou pas, ou changer de métier, enfin, etc. D'accord, merci. Donc, du coup, le bilan de compétences est un levier pour recréer du dialogue autour de la mission de la personne au sein de l'entreprise, de ce que j'entends. Très souvent, en tout cas pour les sourds salariés. Parce qu'évidemment, c'est les bilans de compétences pour les demandeurs d'emploi, par exemple, qui sont sourds, là, c'est un peu différent, quoique souvent ils ont un passif et du coup, on a à travailler dans le bilan de compétences pour la suite des projets professionnels. Mais pour les salariés, oui, c'est souvent un levier pour rétablir une forme de communication quand c'est possible, parce que parfois c'est totalement sclérosé et on peut plus avancer en fait. Merci Sandrine. Et alors Aurélie, vous intervenez donc avec un public qui n'est pas seulement un public sourd et malentendant pour l'ensemble des personnes en situation de handicap, et aussi en amont et pendant comment dire, l'emploi, notamment autour des enjeux de maintien dans l'emploi. Fait, je peux intervenir juste pour une intégration, donc une entreprise qui a recruté une personne en situation de handicap et qui a besoin d'aide pour tous les aménagements de type technique, humain, organisationnel, et pour faciliter vraiment l'intégration auprès des collaborateurs, organiser des réunions et une sensibilisation, qui va être une sensibilisation non pas sur le handicap de la personne, mais sur la personne elle-même et comment elle vit son handicap et quels besoins elle a en emploi pour se sentir bien. Donc, c'est vraiment une sensibilisation qui est très adaptée. Et je rejoins Sandrine sur le fait que ben, je vais parfois mettre toutes les personnes autour de la table quand je suis dans une situation soit de réintégration. Donc, par exemple, là, j'accompagne un salarié, il a été en arrêt de travail pendant 3 ans. Il va revenir dans son entreprise. Évidemment, il va falloir remettre autour de la table tout le monde pour déjà lui trouver un nouveau poste et puis faire en sorte que ça se passe bien dès le début et lui l'accompagner. Donc là, je fais vraiment du job coaching, c'est-à-dire que j'accompagne la personne en fonction des objectifs qu'elle a définis et que j'ai perçus aussi et que le manager a perçus pour que tout se passe bien. Et j'ai aussi des accompagnements au maintien en emploi. Donc le maintien, c'est ça se passe pas bien, au secours, la personne a fait une crise, travaille plus bien du tout, baisse en compétences, en efficacité, communique mal avec ses collègues. Et donc là, je vais intervenir pour rétablir le- le- la situation, le lien, la confiance en soi de la personne, l'organisation, l'aider à s'organiser, à mieux communiquer. Donc voilà, c'est des situations extrêmement variables. D'accord. Merci Aurélie. Alors je vais donner la parole maintenant. Alors je vais vous laisser au sein des personnes qui représentent l'équipe d'Arieda. Donc vous intervenez aussi à différents moments de l'accès à l'emploi, notamment aussi en organisme de formation, je pense, pour donc un petit peu en écho à ce qu'on a pu voir aussi dans cette vidéo, puisqu'on a eu 3 personnes de trois structures de médiation différentes qui sont intervenues à différents moments pour faciliter notamment l'accès à la formation et à l'emploi. Je me trompe pas, c'est ça? Alors, je vous donne la parole collectivement et je vous laisse dire voilà, qui intervient au sein de l'équipe d'Arieda. Je vais entamer, hein, Céline, puisque j'ai invité Emeline et Armel. Donc nous, effectivement, à l'Arieda, donc on porte les appuis spécifiques, en fait, hein. On est financé par la GFIP sur le dispositif emploi-formation, qui permet en fait l'accompagnement des personnes sourdes, mais des référents de parcours, donc dans et vers l'emploi, pour pouvoir accompagner la mise en compensation des diverses univers, situations intégrées par les personnes sourdes et malentendantes. Et donc là, aujourd'hui, on a Emeline qui est interface de communication et Armel qui est interprète, mais effectivement, on intervient en équipe pluridisciplinaire. On a aussi une coordinatrice formation, une psychologue,
qui nous permettent en fait d'investir diverses compétences qui sont nécessaires pour l'intégration, l'insertion d'une personne dans la situation de formation, dans la situation de travail. Moi, ce que je relève en fait dans la vidéo qui a été présentée, c'est l'importance effectivement, comme le relèvent Sandrine et Aurélie, de la sensibilisation, c'est-à-dire de lever des représentations, des fantasmes qu'on peut projeter sur la personne sourde, qui peut être la première, bon bah voilà, du moment qu'il y a un interprète et la langue des signes, bah tout va bien se passer. Et donc une fois que c'est mis en place, bah tout est OK. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, je pense qu'Emeline, qui anime pas mal de sensibilisation, pourra vous parler aussi de la notion de mise en situation des personnes pour vraiment être en connaissance de vivre et être en empathie avec la personne sourde de ce qu'elle peut ressentir au jour le jour en entreprise. Et après, il y a quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est on sent que Sandrine et Aurélie interviennent beaucoup comme des pompiers, un peu en urgence, et que effectivement, c'est venir au début sur la notion d'intégration accompagnée, mais qu'il y a de la nécessité d'accompagner sur le long cours pour maintenir, pérenniser, parce qu'on sait que dans les entreprises, il peut y avoir du turnover, peut y avoir des modifications, des politiques RH ou autres, et ça peut avoir une incidence. Donc je vais laisser Emeline et Armen prendre le relais pour illustrer un peu tout ça, peut-être. Merci. Et oui, et du coup, je veux bien, peut-être pour les personnes qui sont pas, comment dire, initiées, peut-être Emeline ou Armel, redire un petit peu ce que c'est qu'un interface ou une interface et un interprète, que c'est deux termes qu'on rencontre dans le milieu de la surdité et auxquels on n'est pas forcément, on connaît interprète, enfin on imagine des choses. Interface, c'est peut-être plus difficile à percevoir, peut-être nous éclairer sur ça et puis nous parler de cette mise en situation. Je trouvais ça assez intéressant. Je vous laisse. Vas-y, Armel, peut-être pour définir le terme d'interprète et après je compléterai. Ah bah, j'allais te proposer de commencer vu que Ah. tu étais en amont, tu as d'abord un premier contact avec les personnes et que j'interviens une fois que tu as identifié les besoins. Et pour continuer dans la logique chronologique, je te laisse commencer. Ça marche. Alors, donc, moi, je suis sur un poste d'interface de communication, effectivement. Après, voilà, en France, ce métier-là peut être différent selon les lieux d'exercice. Il y a des personnes qui exercent aussi ce métier en libéral. Et donc, les missions et voilà, le métier en lui-même est très différent. Voilà. Donc, nous, à l'Arieda Occitanie, on est pour la plupart des travailleurs sociaux. Moi, je suis conseillère en économie sociale et familiale. Et donc, on va vraiment avoir un rôle déjà de rencontrer effectivement les personnes sourdes ou malentendantes, hein. On intervient vraiment pour tout type de public, des personnes qui sont nées sourdes aux personnes qui sont devenues sourdes il y a quelques mois, donc qui communiquent en langue française ou en langue des signes ou qui sont bilingues. L'objectif des interfaces de communication et de la psychologue, c'est vraiment de comprendre quelles sont les stratégies de communication de la personne, quelles sont les conséquences de la surdité, quelles sont les difficultés, donc définir un petit peu des besoins et de voir quels vont être les leviers, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour que la surdité soit pas un frein dans la recherche d'emploi, dans l'accès à l'emploi. On va intervenir effectivement pour des personnes qui recherchent un travail, pour des personnes qui sont en formation, pour des prises de poste et pour du maintien. Donc notre intervention est vraiment très large, avec des missions de conseil, d'appui technique, d'appui organisationnel, et pour tout ce qui est informer et toutes ces actions de médiation auprès de l'entreprise, mais auprès des conseillers aussi, hein, en insertion professionnelle, auprès des formateurs, voilà, qui vont être amenés à rencontrer les personnes sourdes ou malentendantes. D'accord, mais donc c'est vraiment très large. Alors, mais de la même manière, ça fait écho aussi à ce que disait, ce que j'entendais, hein, de Sandrine et Aurélie. Et donc, Armel, vous êtes interprète. Oui, c'est ça. Et donc, une fois les besoins identifiés, lorsqu'il y a des personnes sourdes signantes, c'est là que j'interviens. Et donc, je vais aller, que ce soit dans le maintien dans l'emploi, que ce soit à la recherche d'emploi ou en formation. Je viens vraiment pour faire le pont entre les entendants, et les personnes sourdes. Et j'interprète les propos qui sont dits donc en langue des signes, en français. Et je n'ai pas du tout de rôle de conseiller. On a une déontologie assez stricte pour les interprètes où on est vraiment neutre, on n'intervient pas. Euh, mais je vois régulièrement dans ma pratique
quand les sensibilisations ont été faites et que je prends un exemple d'une formation où j'interviens et que les formateurs ont vraiment saisi l'importance. Ah, ça a coupé pour moi. Est-ce que ça a Sourde coupé pour ukrainienne vous? et Pardon, ah, excusez-moi, Armel, on s'est coupé juste 10 secondes. Vous ah disiez oui, donc, j'ai une vous petite constatez, voilà, connexion Internet instable. vous Et disiez donc oui, quoi? quand les formateurs se saisissent vraiment des particularités des personnes sourdes, j'ai un exemple d'une formation où il y a 4 personnes sourdes, dont une personne ukrainienne sourde, une personne belge sourde et une personne congolaise sourde. Et le formateur s'est mis à vraiment utiliser l'anglais dans ses diapos, à rajouter du russe pour la personne ukrainienne et vraiment à s'adapter et à comprendre que l'interprète ne faisait pas tout. On se retrouve dans une situation de communication qui est parfaite parce que le formateur s'est saisi de ça. Et c'est l'intervention en amont de l'Ariada de mes collègues interface qui m'a expliqué tout ça, qui fait que derrière on se trouve dans une formation qui se passe très bien et où les personnes arrivent voilà à se former pleinement et en sachant que l'interprète ne fait pas tout. Mais on est bien sûr une aide, grande aide pour les personnes sourdes signantes et pour les formateurs qui ne signent pas. Merci. Oui, c'est vrai que ça souligne, nous, une vertu. On en reparlera après. On va d'ailleurs enchaîner parce que sinon, on va passer trop de temps. Mais sur l'accueil enfin, chez Signe de Sens, on met enfin, l'intégration de la personne en situation de handicap comme un levier d'innovation parce que notamment, ça permet d'ouvrir et de personnaliser les parcours. Et donc, quand on fait l'effort, entre guillemets, de s'adapter, de mettre en place des aménagements pour une personne en situation de handicap, on se rend compte que il y a plein d'autres apprenants qui sont pas ou collègues qui sont pas identifiés comme en situation de handicap, mais qui ont des besoins spécifiques et pour qui à personnaliser le parcours pédagogique ou les aménagements professionnels peuvent être profitables pour sa performance et son bien-être au travail. Alors, on va enchaîner avec la deuxième partie, sinon on va être trop long. Euh, un deuxième extrait, Chloé, que tu nous présentes et donc qui nous permettra de faire un point ensemble sur où on en est aujourd'hui de l'inclusion professionnelle en France. Sur le sujet de la communication. Alors, avec un focus à partir sur notre vidéo sur le sujet de la communication, mais plus largement, Voilà. Et il y aura 3 extraits de l'interview, de la vidéo générale. qui est issu du parcours dédié aux entreprises cette fois-ci. Voilà. Ouais. Donc, on Lorsqu'une lance la personne vidéo. entendante rencontre une personne sourde ou malentendante, Ah, on n'a pas l'image. Voilà. Lorsqu'une personne entendante rencontre une personne sourde ou malentendante, la première crainte, c'est la communication. Comment ça va se passer? Est-ce que la personne parle la langue des signes? Est-ce qu'elle sait lire sur les lèvres? Et pour l'intégration dans l'équipe, allons-nous nous comprendre? Ne vous inquiétez pas. Il existe des solutions, des moyens humains ou techniques à votre disposition. Découvrons ensemble les moyens humains mis en place par les entreprises que nous avons rencontrées ayant embauché un salarié sourd ou malentendant. Alors, la communication, dans l'effort qu'on fait chacun, c'est qu'on fait toujours attention à ce que Christophe nous ait bien en face, voit notre visage, puisse lire sur nos lèvres, parce que Freddy et Christophe savent bien le faire, et essayer de faire comprendre avec un geste, un regard, l'idée qu'on veut apporter. On sent assez facilement que les choses passent bien, parce qu'encore une fois, c'est aussi des habitudes, c'est des réflexes, c'est le fait de bien se connaître, d'interpréter un petit peu chaque expression du visage, dire tiens, elle fronce les yeux, ou elle fait ceci, lui et cela, ou Romain réagit comme ça, et ça permet de donner un petit peu voilà, l'idée de ce qu'on veut exprimer, que ce soit positif ou un peu moins, mais en tout cas, on essaye de faciliter les choses, et quand vraiment on est sur un terrain un peu plus compliqué ou un peu technique, on écrit. Donc chaque année sont organisées pendant la semaine du handicap des formations en langage des signes également, où peuvent s'inscrire les collaborateurs qui le souhaitent, où on apprend les bases du langage des signes et comment communiquer avec des personnes en situation de handicap. Sur les réunions et les entretiens donc, qui sont prévus en avance, nous faisons appel à des interprètes
pour pouvoir être sûr que le message soit bien entendu et bien compris et qu'il n'y ait pas de sous-entendu ou de choses qui ne soient pas comprises par Frédéric. Parce que le but, c'est bien entendu qu'il y ait la bonne information et le bon entendu du message qu'on souhaite lui passer. Une réunion brève a lieu le matin à 9 h. Je crois que ça a été mis en place il y a 1 an. J'y participe avec le reste de l'équipe. Au départ, les gens parlaient et je leur demandais quel était le contenu de leurs échanges. Mais souvent, on me demandait d'attendre. La durée de cette réunion est variable, de 5 à 10 minutes. Parfois c'est court, si tout va bien. Parfois c'est plus long, s'il y a des problèmes. Je faisais l'effort de lire sur les lèvres. Mais je me suis dit que ce serait beaucoup mieux d'avoir un interprète qui viendrait régulièrement pour traduire ces réunions. On m'a répondu que je devais m'adresser au service RH. J'ai établi une liste de besoins. On a fait un petit bilan. Certains points ont été réglés, mais il y a encore des choses en cours. Lors de ces réunions courtes, ils ont eu l'idée de mettre en place une tablette munie du dispositif Helios pour que je me connecte régulièrement à la même heure. C'est un dispositif pour les professionnels. On a effectué un test l'année dernière. Le chef portait un micro, tout le monde parlait et j'avais la traduction. Mais le problème, c'est que je ne savais pas quel collègue prenait la parole. C'est le défaut de ce dispositif. Franck Venua, cariste, Ikea. Je m'appelle Franck. Je suis arrivé ici en 1993. Ça fait donc 31 ans que je travaille ici. Je suis cariste. Mais je peux tout faire. Vraiment tout. Si le chef a un besoin, il me sollicite et me montre ce qu'il y a à faire. Florent Verdier, responsable de service logistique, Ikea. Alors Franck, je le connaissais bien avant d'intégrer la logistique, parce que j'occupais une fonction auparavant de référent des travailleurs handicapés. Le rendez-vous avec des interprètes demande à ce qu'on puisse anticiper quasiment 2 mois à l'avance, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on est pris par l'activité. Si par exemple je programme une réunion, sur cette journée-là, l'activité fait qu'on ne peut pas mettre en place cette réunion-là, qu'on est obligé de la décaler, du coup là on fait venir un interprète pour rien. Et on paye la prestation pour rien. Au quotidien, on essaie de mimer, on va dire, tout ce qu'on essaie de vouloir dire, on le mime. Bien souvent, les gestes sont les mêmes parce qu'en fait, on tourne autour de la même process, autour de même routine. Le travail de Franck, il est sensiblement quasiment le même tous les jours. Donc, dans les signes et dans la compréhension, il n'y a pas de difficulté. Enfin, par rapport au handicap, en tout cas son handicap, il n'y a pas en proportion, il n'y a pas de difficulté réelle, si ce n'est pour Franck, parce que lui, ça lui demande des efforts de concentration. C'est quelqu'un qui fait énormément d'efforts pour lire sur les lèvres, si bien que des fois on oublie on oublie son handicap, et c'est peut-être un petit peu ce qui fait défaut à l'inclusion. C'est justement les efforts qu'ils font pour qu'on soit compris. Ouais, mais c'est sur le mail de... Mais j'ai pensé que je aurais pu travailler avec toi en attendant derrière. Non, parce qu'après, sur tes amplitudes... Sur tes amplitudes, après, tu vas déborder. Pour faciliter l'inclusion professionnelle, des outils numériques sont également à votre disposition. Regardons. Donc on a une application qui est toute nouvelle depuis fin mai, qui permet en fait directement depuis les smartphones des collaborateurs et collaboratrices sourdes ou malentendantes d'avoir un interprète disponible en moins de 30 secondes, que ce soit pour une information rapide à passer entre collègues ou un point à faire avec son manager ou une réunion ou autre, en tout cas au besoin. C'est tout nouveau, donc ils n'ont pas encore le réflexe de penser « Ah oui, c'est vrai, j'ai un interprète dans la poche », c'est un peu ça l'idée. Donc c'est vrai qu'on rappelle actuellement et aux collaborateurs concernés et aux managers d'y penser, de se dire « si, il y a l'application, donc pensez à l'ouvrir ». Il a été créé une application que j'ai sur mon téléphone personnel. Et ça fait du bien. Il y a des interprètes et c'est plus facile. C'est super, je vois les sous-titres, les signes. Ça me nourrit et ça me donne envie de progresser.
ce deuxième extrait dans lequel on voit des choses qui ont ouais, des dispositifs, aménagements qui ont été mobilisés par plusieurs entreprises pour faciliter l'accès à l'emploi. On voit aussi, on perçoit des limites, hein, des choses qui restent compliquées. On voit aussi que certains n'ont pas encore complètement intégré toutes les vocabulaires corrects liées à la surdité, puisqu'on on a entendu une erreur de langage, on nous parle de langage des signes plutôt que de langue des signes. Donc, chez des structures qui ont fait le pas hein, d'intégrer des personnes sourdes et malentendantes, on voit qu'il y a encore du chemin. Peut-être, Sandrine, vous pouvez nous dire, vous, là, de ce que vous observez aujourd'hui, où on en est de l'intégration de personnes sourdes et malentendantes dans les organisations. Alors, sur l'étape préalable, pardon, je vais le dire comme je le pense, mais aussi comme je le vis, on continue à vivre de la discrimination, hein, clairement. C'est-à-dire que des centres de formation qui refusent parce que la personne est sourde. Donc ça, c'est fréquent. Ça, c'est une première chose. Maintenant, sur l'aspect inclusion, en fait, ce que moi, je constate de l'expérience que j'ai, c'est que on axe l'inclusion en termes d'efficacité dans la réalisation des tâches. Alors, on va chercher des outils pour que la personne puisse travailler, puisse réaliser les tâches, et c'est nécessaire, évidemment. Mais on occulte complètement tout l'aspect bien-être au travail, qui fait partie du travail. Et évidemment, et ça, je dois très souvent le reprendre dans les bilans de compétences, et je dois souvent demander aux personnes autres pourquoi vous voulez travailler. Évidemment pour le salaire, bien sûr, mais évidemment pas que. Et très souvent, c'est aussi, comme tout le monde, pour avoir des relations, rencontrer des gens, avoir une vie sociale, enfin, etc. Ça fait partie du travail. Et c'est là où ça continue à être compliqué, c'est qu'il me semble que tous les outils sont mis en place sur la réalisation des tâches, mais on prête pas suffisamment attention à cette histoire de bien-être au travail dans les pauses café, dans les échanges informels avec les collègues, on est en train de discuter, mais on te dira après, sans arrêt, on te dira après, on t'expliquera après. Et cette dimension-là reste très problématique pour moi dans l'inclusion et c'est ce qui, à mon sens, provoque beaucoup de problèmes dans le travail pour les sourds encore aujourd'hui. Merci, mais c'est vrai que nous, on l'a également identifié que c'est vrai que cette dimension de socialisation du travail, elle n'est pas forcément prise en compte à 100%. Merci pour votre témoignage, Sandrine. Et Aurélie, est-ce que vous constatez la même chose, vous? Et est-ce que vous avez comment dire, un panel d'actions que vous pouvez mener sur cet axe de intégrer pleinement la personne en situation de handicap dans le groupe? En fin de compte, hein, c'est au-delà de l'aménagement spécifique sur les tâches. Qu'est-ce que Tout à vous fait, pouvez tout nous à en fait. dire? Je rejoins ce que dit Sandrine sur la dimension de socialisation qui est essentielle. Et on sait que les personnes, en particulier sourdes, malentendantes, bon, c'est pas le seul handicap hein, qui est concerné par ça, mais peuvent se sentir justement isolées de par leur handicap. Et que l'accès à l'emploi, c'est déjà une chance, mais il faut pas que la personne sente ça comme on m'a fait une faveur, mais prendre en compte vraiment la personne, c'est ça l'inclusion, hein. L'inclusion, c'est vraiment s'adapter aussi, parce qu'on sait que les personnes sourdes, malentendantes s'adaptent énormément, et donc s'adapter aussi et prendre le temps de l'inclure complètement dans les moments de socialisation qui peuvent être les pauses informelles, comme les temps de réunion. Et, euh, et on sait que les personnes, et là, dans cette vidéo très intéressante, on l'a vu, hein, les personnes se suradaptent et ensuite les collègues disent, mais en fait, on voit plus le handicap, on se rend pas compte que, etc. Oui, elles se suradaptent, mais cette suradaptation, elle a un coût.
elle a un coût physique de fatigue évident. Et ça, c'est une injustice, un manque d'égalité des chances que de rentrer chez soi après son travail beaucoup plus fatigué que ses collègues parce qu'on s'est suradapté pour essayer de comprendre et que ça a demandé un effort de concentration extrêmement élevé. Et ça peut générer des difficultés émotionnelles, de frustration ou d'incompréhension, d'échec, de sentiment d'échec de la personne. Moi, j'ai accompagné une personne malentendante vers l'emploi qui était extrêmement frustrée et qui, du coup, dans ses relations, j'avais vraiment mis ça en avant avec elle, elle avait perdu confiance, en fait, dans les gens. Donc ça me paraît essentiel. Et surtout, moi, j'accompagne pas mal de personnes qui sont diplômées, un bac+3, bac+5. Et du coup, le gros biais, c'est de se dire, mais il a un master, donc pas de problème, il va s'intégrer, il est compétent parce qu'il a un diplôme. Non, non, non. Et en effet, il faut une aide à l'intégration et un vrai suivi. Même si c'est un rendez-vous d'1 heure tous les mois et demi, ce qui honnêtement coûte pas cher à l'entreprise et en plus est pris en charge par les aides AGFIP, ça va permettre d'éviter des situations qui se délitent progressivement et où après on n'arrive plus à rattraper. Merci Aurélie pour votre témoignage. Alors je passe la balle à aux collègues de l'Arieda. Vous aussi, est-ce que vous faites ce constat et comment vous accompagnez sur cet axe du bien-être dans le collectif, du bien-être au travail, les personnes, comment accompagner les équipes, les collaborateurs pour qu'une personne sourde malentendante puisse se sentir bien dans son milieu professionnel. Je me permets d'introduire. Je rejoins complètement Sandrine et Aurélie dans le sens où, effectivement, dans ces temps informels, on sait aussi ô combien, en fait, à la fin d'une réunion, les conversations continuent et qu'il y a énormément aussi d'informations qui continuent à passer. Il y a déjà cet aspect-là, la socialisation, et puis se sentir bien dans son travail, avoir envie de venir pour établir des relations. Et combien de personnes sourdes parfois partent tout de suite à la fin de leurs horaires pour pouvoir retrouver un cercle dans lequel elles peuvent s'exprimer et se sentir à l'aise et en confiance. Et on voit aussi que quand une réunion n'est pas forcément accessible et qu'on met de côté la personne, ça ne lui permet pas non plus de participer, de mettre en place des propositions qu'elle peut faire aussi pour l'entreprise, l'organisme de formation, et aussi de la valoriser. On sait que pour être bien dans nos emplois, c'est aussi être valorisé, c'est aussi être reconnu, et ça donne pas cette possibilité-là, effectivement, quand la personne est mise de côté. Je vois aussi sur les outils qui sont mis en place. Alors, ça m'a fait penser à des réunions qu'on a ici à l'Arieda, puisqu'on a des collègues sourds. Et par exemple, effectivement, avec Elios, on ne sait pas toujours qui parle. Donc, elles ont mis en place un système où elles donnent leur prénom avant de parler pour le tour de parole. Et au service d'accompagnement vie sociale, par exemple, elles ont fait des drapeaux de couleur et donc elles lèvent leur drapeau pour signifier à la fois la collègue sourde et elles donnent leur prénom. Et donc ça permet de signifier plus facilement et d'organiser la parole. Et je raccorde aussi, en fait, on voit que il est nécessaire d'avoir une réciprocité dans les efforts qui sont mis en place, puisque par exemple, souvent on dit, bah voilà, la personne sourde, bon, nous on essaye de mettre en place des choses, et puis finalement, à certains moments, elle s'isole. Bah oui, mais ce que disait Aurélie, c'est énormément de concentration, c'est énormément de fatigue, et qu'en fait, si en face, les choses sont pas assez fluides, et ben c'est normal que la personne, à un moment donné, pour réussir à rester performante dans son travail et à le faire, ben, il faut qu'elle aille se reposer aussi, en fait. Donc, c'est pas tant un souci de ne pas vouloir s'intégrer, c'est plus un souci de pouvoir assurer, en fait. Voilà, je donne le relais à Emeline, je suis plutôt sur l'illustration aussi. Oui, tout à fait, je te suis complètement. C'est pour ça que pour moi, la médiation, elle est vraiment plurielle. Il y a la médiation première déjà qui est liée à la rencontre interculturelle finalement, la rencontre entre une personne entendante et une personne qui a une surdité. Et aussi la rencontre avec la culture de l'entreprise. C'est vrai que les entreprises sont différentes, ont des fonctionnements différents. Donc nous, on est là aussi pour soutenir cette rencontre-là.
Il y a la médiation liée à la différence donc linguistique, liée à la communication, hein. C'est un petit peu l'illustration qu'on a eue dans la vidéo. Effectivement, comment communiquer ensemble quand on n'a pas la même langue, quand on a besoin de trouver des outils. Donc là, on va être en soutien, donc en faisant appel à des interprètes par exemple, en essayant de chercher des outils qui permettent de faire de la transcription écrite, en essayant d'apprendre quelques bases de langue des signes. Il y a des formateurs qui interviennent en entreprise pour donner une petite initiation et surtout dédramatiser. Voilà, c'est pas parce qu'on maîtrise pas la langue des signes qu'on va pas arriver à se comprendre. Voilà, même si on signe pas parfaitement, l'idée d'essayer, de mimer, c'est déjà un grand pas qui aidera la personne sourde. Et pour les personnes sourdes étrangères, par exemple, qui ne maîtrisent pas tout à fait la langue des signes, il y a aussi une médiation linguistique. Donc, c'est faire appel à un interprète en langue des signes et qu'une personne soit là en appui pour reformuler quand la personne ne comprend pas, jusqu'à ce qu'elle puisse maîtriser la langue des signes française et faire appel à l'interprète sans médiation linguistique en plus. Il y a une troisième médiation que je vois, c'est la médiation voilà, liée aux conséquences de la surdité, comprendre quelles sont les conséquences de la surdité, quels sont les besoins et les stratégies d'adaptation en termes d'organisation, en termes de besoin de calme, de besoin de s'isoler pendant les pauses, voilà, toute cette compréhension-là qu'on va mener pendant des actions de sensibilisation. Par exemple, on a l'habitude de proposer aux entreprises un temps, hein, ça peut être 2 heures par exemple, où on vient en entreprise, où on met effectivement les personnes en situation, parfois avec des casques, pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que d'entendre moins ou pas. Voilà, on essaye de faire vivre un petit peu aux collègues, aux responsables, et comprendre quels vont être les besoins vraiment de leurs collègues et comment ils vont pouvoir s'adapter au quotidien. Après, c'est aussi beaucoup de temps, nous, de notre place, d'observation en entreprise, d'information, d'échanges informels pour arriver à partager. Voilà, ça prend du temps, en fait, d'intégrer aussi une personne sourde et il faut prendre ce temps-là aussi, d'observer, d'essayer. Et tout le travail de médiation va être un peu un jeu d'équilibriste entre laisser la rencontre se faire, entre voilà, l'employeur, le salarié, les collègues. Il va peut-être y avoir des malentendus, mais ils vont réussir à trouver des solutions. Donc laisser cette rencontre se faire, laisser la personne présenter sa surdité, parler de ses besoins. C'est pour ça qu'en amont, c'est très important de pouvoir préparer une prise de poste, pour pouvoir voilà, dire aussi, formuler ses besoins et anticiper qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place. Et donc ça, c'est aussi un travail important qu'on fait avec les personnes. Et puis voilà, la médiation, c'est aussi savoir dire là, il faut organiser des temps de bilan, c'est important, il va falloir prendre le temps de sensibiliser. Voilà, donc c'est un petit peu ça que je voulais dire. Merci, ça fait un panel assez complet de ce qui est mobilisable par des organisations pour faciliter l'accès. Chloé me dit, Oui, on a un message de Madame Ducorneau qui dit qu'il faut aussi s'intéresser à sensibiliser non seulement les employeurs, mais les collectifs de travail au handicap auditif dans sa pluralité, mais aussi le service de santé du travail, médecins, travailleurs, psychologues du travail. Donc, merci oui, pour votre message. un axe important oui, sur la sensibilisation. Alors, on va pas faire le troisième temps parce qu'il est déjà midi, hein. Juste pour finir, parce que le troisième temps était un peu consacré à l'idée de se dire, quel conseil vous pourriez donner aux organisations? Alors, on a eu, merci, oui, c'est Émilie, oui, la troisième personne, Émeline, qui nous a déjà posé tout un axe plusieurs axes de travail pour des organisations qui souhaitent intégrer une personne sourde et malentendante. Euh, Sandrine et Aurélie, je sais pas, l'une ou l'autre ou les deux, sur cet axe, si vous deviez porter une voix, un conseil aux organisations ou aux organismes de formation d'ailleurs, pour mettre en place une démarche inclusive dans leur recrutement et dans leur service. Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors moi, c'est l'objet de mon webinaire dans une semaine que j'anime. Donc, vous pouvez le trouver sur LinkedIn gratuitement. Très bien. Mais pour faire très, très, très court,
Ne pas croire que tout est, enfin que ça va être simple, facile, que tout est acquis parce que il est juste entre guillemets sourd, ou qu'on sait déjà faire parce qu'on a déjà un autre sourd dans l'entreprise. Je crois que c'est important de s'entourer des bonnes personnes et d'être assez vigilant en fait, de faire des points réguliers avec le manager, la personne, pour vérifier que ça se passe bien et réagir assez vite. Eh bien, merci Aurélie. Alors, et Sandrine, alors, quels seraient vos conseils? Alors moi je dirais écouter la personne. Parce que on mobilise tout un tas d'intervenants, de prestataires, et c'est très bien, hein. Mais ce que j'observe très souvent, en fait, et mon hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, c'est lié en partie au fait que c'est une personne sourde, et en l'occurrence, du coup, difficulté de communication entre les personnes. Mais donc, on fait, alors oui, plein de bonne volonté pour lui, etc. Sauf que ben, parfois on tape à côté, c'est pas forcément les bons outils, c'est pas forcément ce qu'attend la personne. Donc, tout le monde est convaincu qu'on place la personne au centre. Ah bah elle est au centre, c'est sûr, mais tout le monde réfléchit à sa place alors qu'en fait c'est elle qui a très souvent les meilleures solutions pour son inclusion. Voilà. Si Sandrine, alors, bon, donc un enjeu en tout cas important de l'inclusion, qui est donc l'écoute et le rôle quand même des soutiens, moi ce que j'entends, hein. Alors j'avoue que je trouve ça euh, assez séduisant même l'idée de se dire que de faire intervenir des structures externes qui peuvent venir questionner. Alors ça peut être en fin de compte on imagine des cabinets de conseil, etc., mais de questionner sur comment les personnes sont dans leur travail et qu'est-ce qui peut être mis en œuvre collectivement. Alors, on peut s'écouter les uns et les autres. L'enjeu de la communication est bien sûr au centre pour les personnes sourdes et malentendantes, mais je pense que du bien-être au travail, apprendre à s'écouter, à communiquer les uns avec les autres, c'est sans doute un enjeu premier. Euh, on vous diffuse pas donc ces troisièmes extraits. Ce qu'on vous propose en tout cas, c'est de vous envoyer les liens d'accès à nos parcours donc qui pour l'instant ne sont accessibles que via notre plateforme et qui seront a priori sans doute demain accessibles notamment via la plateforme Appro de la GFIP, hein, qui est un financeur important, et puis d'autres relais institutionnels. Je l'ai pas évoqué, mais c'est un projet qui est financé par la région des Hauts-de-France et dans notamment pour cette dynamique de coopération d'acteurs. Donc, je vous remercie vraiment, parce que je trouve très intéressant. C'est un peu frustrant de s'arrêter là parce que je sens qu'il y a encore beaucoup de choses à évoquer. Ce que j'entends, c'est qu'on va pouvoir prolonger un peu, en tout cas, la réflexion en participant, si on le souhaite, en s'inscrivant au webinaire proposé par Aurélie dans une semaine. Est-ce que vous pouvez nous mettre peut-être, alors c'est sur LinkedIn, c'est ça, ou est-ce qu'on peut-être un petit, ou nous on peut l'envoyer aussi. On renverra peut-être, on va faire envoyer un petit compte rendu de ce qui s'est dit, et puis renvoyer aux personnes qui ont participé un lien pour participer au webinaire de la semaine prochaine. Je pense que c'est un enjeu important que ce rôle de la médiation. Je vous remercie vraiment pour la qualité de vos interventions. Euh, c'est frustrant, hein, parce que j'aurais envie de continuer à parler toute la journée, mais on va quand même, il est midi 8, Alors, c'est un peu dépassé. je prends le relais sur la suite. Moi, je vais effectivement vous renvoyer un mail avec toutes les informations. Ce que je peux faire, c'est que je peux vous renvoyer aussi un lien pour vous inscrire à la newsletter pour avoir les informations sur le projet Elix et les métiers. Et puis, accès au parcours aussi parce qu'ils sont déjà accessibles avec un questionnaire à la fin pour donner des retours. Et si vous voulez partager un peu plus par mail, c'est aussi possible. Et une fois que j'aurai trouvé le lien de Madame Berthoud pour le webinaire de la semaine prochaine, je le partagerai avec plaisir aussi. Voilà. Donc avec ce projet hein, qui rejoint les enjeux qu'on avait dit, hein, qui c'est-à-dire de sensibiliser, d'informer les uns et les autres pour lever les préconçus et donner des pistes pour avancer sur ce chantier si important de la transition inclusive qui est faciliter l'accès des personnes en situation de handicap à l'emploi et aussi les maintenir, donc faire en sorte qu'elles puissent s'y épanouir comme tout à chacun. Euh,
Merci à toutes et à toutes. Merci Aurélie, merci Sandrine, Céline, Armel et Emeline. C'est ça, hein, si je ne me suis pas coupé de prénom, C'est ça, oui. Oui. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous recroiser sur cette chemin de l'inclusion professionnelle. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au Au revoir. revoir, Amandine. Coucou. Chat. Eh ben, merci Emeline, à bientôt, au plaisir. À bientôt. L'enregistrement, c'est ça? Enregistrement.